Travailler demain, Jérémy Cléda, les invités de Welcome to the Jungle. Là, cette fois-ci, alors, on avait une étude détaillée du Boston Consulting Group. Puis là, on accueille une association engagée sur ces questions. Et on en parle avec votre invité. Exactement. Mais d'ailleurs, je crois que Thomas Delano, qui était notre invité du BCG, vous a cité, si je ne me trompe pas. Vous avez l'air de vous connaître. Il y a quelques minutes. C'est une communauté d'intérêt, absolument. Exactement. On va en parler avec Catherine Tripon. Vous êtes la porte-parole de l'association L'Autre Cercle, justement, qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT dans l'entreprise. LGBT+, pardon. Le plus, d'ailleurs, c'est juste pour ceux qui... Parce que c'est quoi ce plus en plus ? Il y a beaucoup de complémentaires. En fait, ça permet de regrouper toutes les variations non majoritaires autour des questions d'identité de genre ou d'orientation sexuelle. D'accord. On parle des queers, on parle des gens non-binaires, voilà, des genders, de la fluidité du genre, de nouvelle génération aujourd'hui. Donc, pour que ce ne soit pas trop long et compréhensible, en tout cas dans le monde du travail, on a poussé fortement L'Autre Cercle pour mettre effectivement... D'accord, mais c'est important. Justement, c'était aussi la question qu'on voulait vous poser. Il y a beaucoup de complexité sur le sujet, pas mal de gens qui souhaitent peut-être le traiter, mais qui ont du mal à entrer là-dedans. C'est ce que vous essayez de faire. Vous avez mis en place d'ailleurs une charte aussi, on en a parlé juste avant. Comment concrètement ça fonctionne et ça permet aux entreprises de mieux répondre à cet enjeu ? Alors, cette idée de charte, elle est venue en fait en 2012 à l'initiative d'Accenture. On avait remis des prix diversité à quelques personnalités qui avaient beaucoup œuvré sur le champ de la diversité, sans occulter nos critères, et là, ils n'étaient pas très nombreux. Et donc, on a co-construit cette charte avec des entreprises, des groupes de travail. Certaines n'ont pas d'ailleurs signé tout de suite, elles ont mis un petit peu de temps parce qu'il fallait que ça mature en interne. Et quand on l'a lancé en 2013, on a eu 5, 10, 15, 20 signataires. Et puis, moi, je constate bien depuis 3 ans une vraie accélération pour signer cette charte. Alors, en même temps, ils ne sont pas très nombreux. On en est à 153 aujourd'hui. C'est pas énorme parce que c'est un vrai boulot derrière. C'est quel type d'entreprise d'ailleurs dans les 150 ? Tout style, parce que ce ne sont pas que des entreprises. On a autant des grands groupes du CAC 40, pas tous, du SBF 120, des collectivités locales avec des majorités politiques de sensibilités différentes par ailleurs, des établissements d'enseignement supérieur et technique, des ministères et des PME et des non-profit, des associations de non-profit. Mais il y a quoi dans cette charte pour être très concret ? Qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise au-delà de sa signature ? On ne demande pas parce que c'est une charte d'engagement qui fait qu'elle est signée à partir du moment où le dirigeant ou la dirigeante est OK pour mettre le sujet sur la table. L'une des particularités de cette minorité, en tout cas pour les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, c'est que ce n'est pas visible. Et ça peut ne pas être visible. Thomas l'a dit tout à l'heure, la question de la visibilité forcée ou cachée... Une personne sur 2 n'est pas visible dans l'entreprise. Plus qu'une personne sur 2. Donc elle ne s'assume pas ou elle ne veut pas revendiquer... C'est pas une question de s'assumer. Comment ça... on s'assume bien dans sa vie quand on a un environnement bienveillant. Oui, et donc on ne le sent pas. Et quand on ne le sent pas, quand il n'y a pas des propos... C'est les freins dont on parlait. Voilà, quand il y a des comportements inappropriés qui ne sont pas sanctionnés, en tout cas qu'on ne relève pas, on ne va pas prendre ce risque-là. La question aujourd'hui de s'engager sur ce sujet, c'est de le traiter de façon très rationnelle. Thomas Delano parlait tout à l'heure effectivement de tout le débat autour de l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe, la loi PMA qui va rentrer en application, mais ça c'est un sujet politique de revendication de droits. Quand il n'y a pas ces droits, est-ce qu'on doit traiter différemment des collaboratrices et des collaborateurs, ou est-ce que la loi l'autorise sur la question de la parentalité ? Vous avez un collaborateur qui a un enfant dans sa vie. Il l'a eu par une PMA non autorisée, encore. Une GPA interdite, dans une ancienne vie hétéro, une adoption officiellement de célibataire. On s'en fout. Quand il y a des droits accordés ou des avantages qu'on accorde à des collaborateurs parce qu'il devient parent, peu importe le sourcing du gamin. L'important, justement, c'est de reconnaître son collaborateur identique aux autres. Mais légalement, c'est interdit, d'ailleurs, de vouloir sourcer l'enfant. Enfin, l'entreprise n'a pas à aller jusque-là. C'est pas le sujet. Sauf que quand vous n'êtes pas le parent biologique, que vous n'avez pas de droit... La question de la mutuelle est posée assez rapidement. Assez rapidement. Quel nom je mets Et aussi, le fait de dire, et ça vaut aussi pour la question du télétravail, de dire aussi, c'est parce que j'ai un enfant qui arrive dans ma vie, je veux activer un certain nombre de droits. Une majorité n'active pas. Et pour ça, il faut que je dise avec qui je vis, qui est le papa ou la maman. Et là, vous avez un dévoilement de fait. Le deuxième père, la deuxième mère. De faire ce coming out avec un risque de conséquences que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Si je n'ai pas un signe fort en face de moi... Donc la charte protège de ça aussi. La charte protège, mais c'est pas parce qu'on signe une charte que ça empêche les discriminations. Et cette charte d'ailleurs, parce que certaines personnes la posaient, d'où vient l'impulsion ? Est-ce que ça vient de collaborateurs qui se sentent concernés et donc du coup qui poussent en interne ? Est-ce que ça vient de dirigeants qui ont envie de pousser le sujet ? Ça va venir de directions, beaucoup, généralement des directions RSE, diversité, égalité femmes-hommes et ou RH. Qui vont dire à un moment donné, voilà, dans une politique diversité inclusive, on ne peut pas passer à côté de ces 2 critères. Il y en a 24 aujourd'hui aux yeux de la loi. Dans les 6 premiers du traité d'Amsterdam, il y avait déjà l'orientation sexuelle, qui n'était pas assumée à l'époque. Donc,
orientation sexuelle, identité de genre, ça existe, il faut les traiter. Comment on peut les traiter de manière pragmatique, non politisée, en sachant qu'on ne peut pas forcer, comme la question du handicap, on ne peut pas forcer les personnes à se rendre visibles. Donc il faut créer les conditions qui le permettent et surtout sécuriser l'évolution. Sur la question de la transidentité, une personne qui à un moment donné décide, voilà, je veux enfin vivre le genre qui a toujours été le mien. On fait comment au quotidien? C'est compliqué. Nous, on a produit un guide avec l'équipe de PACAP. Il y a des cas dans les entreprises Oui, bien sûr. des remontées de personnes Alors, qui disent c'était un homme, puis il avait voulu devenir une femme, et donc il y a tout un processus médical. Voilà, pas forcément. Il peut y avoir c'est justement l'évolution de la loi, et la loi 2016, qui permettent de changer d'état civil sans passer par ce qu'on appelle une réassignation chirurgicale, est un point important pour dire la personne, on la reconnaît comme vivant dans son identité. Là où dans laquelle elle a toujours voulu être. Ceux qui ont vu ce merveilleux reportage de cette petite fille sur Arte comprendront effectivement que c'est plus complexe de se dire je deviens homme, je deviens femme, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être bien dans son être. Et quand vous avez un témoignage, une attestation de votre employeur qui vous dit mais bien sûr, je reconnais Madame X si elle est encore homme ou l'état civil, comme étant effectivement une collaboratrice, c'est génial parce que ça fait passer beaucoup de barrières. Donc en fait tout ça, tout ce que l'on fait, c'est par l'intelligence. C'est de pousser ses curseurs pour comprendre que l'autre est différent. Et ça sert du coup toute la réflexion autour de la question de la diversité et in fine d'une forme de prévention des discriminations. Merci d'être venue sur le plateau, Catherine Tripon, nous faire avancer, nous faire réfléchir, parce qu'il y a plein de points comme ça de détails. Et cette charte qui est importante pour ceux qui vous regardez, allez jeter un œil à cette charte. Et puis c'est intéressant de prendre contact avec Catherine Tripon et ses équipes pour parler, parce que ce n'est pas que signer en bas de la feuille, on l'aura bien compris. Mettre en pratique. Si c'est pour signer, ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Merci, porte-parole de l'association L'Autre Cercle. Merci à Jérémy pour cette thématique passionnante. On se retrouve très bientôt, j'en suis sûr, peut-être même demain. J'en suis pas certain. J'hésite toujours. En tout cas, on se retrouve très bientôt. La suite de nos programmes, c'est dans quelques instants après cette courte pause. Là, on va quitter Paris pour la montagne avec des stations de ski qui seront ouvertes, mais on ne pourra pas skier avec évidemment la grande colère des maires, des élus locaux et de tous ceux qui contribuent à l'économie des stations. La bataille n'est pas perdue. Il y a le Conseil d'État qui va rendre une décision là très prochainement. On en parle tout de suite après cette courte pause. Restez avec nous.